Cette semaine, c'était tout sauf calme, vous l'avez sûrement remarqué. On a failli paniquer, on a cru à la récession, à l'effondrement, à Trump qui allait faire sauter la planète. Et puis, surprise, surprise, les marchés ont tout simplement effacé leurs pertes, remis du vert un peu partout et sont repartis comme si de rien n'était. En Suisse, le SMI flirte avec les 12 300 points, la BNS nous dit que les ménages sont de plus en plus riches, les résultats pleuvent et même les PME industrielles sortent la tête du seau. Et pendant ce temps, Trump menace, recule, tweet, danse, avance, recule, annonce des progrès, fait le show, mais les marchés adorent pour l'instant. C'est plus de la géopolitique, c'est du stand-up. Bref, entre faux crash, vraie performance et douanes qui nous prennent à la gorge, on a eu droit à une vraie pièce de théâtre économique. Et comme toujours, on va décoder tout ça ensemble dans ce Swiss Bliss. Bienvenue chez moi, je suis Thomas Veillet et nous sommes le 3 mai 2025. Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit. Donc en Suisse, la bourse suisse, le SMI, a été plutôt en forme, merci pour elle. Les chiffres de la BNS montrent que les ménages helvétiques sont de plus en plus riches qu'il y a un an, 3,9% d'actifs financiers en plus, merci aux performances boursières sans doute, les performances boursières de ces dernières années. On notera aussi que les PME industrielles reprennent un peu le moral, même si le PMI en Suisse reste en mode coma léger, on va dire ça pour être gentil. La saison des résultats s'est emballée avec des gros calibres comme Novartis, Swiss Re, UBS, Straumann, et malgré un petit coup de mou au milieu de la semaine à cause d'un PIB américain qui a fait pchit et qui est passé en négatif, le SMI a terminé la semaine comme un chef en flirtant avec les 12 300 points vendredi soir. Moralité, on attend encore le crash, mais en attendant, on prend quand même les bénéfices. Quand on pense dans l'état dans lequel on était au début du mois d'avril, ça vaut quand même la peine de se dire qu'on a joué à se faire peur. Alors je ne sais pas si vous vous rappelez, mais au début du mois, je vous disais que quand ça paniquait, quand les marchés commençaient à plonger, il y avait un indicateur qui ne trompait jamais ou presque jamais, c'est l'indicateur des médias mainstream. Quand les grands médias classiques qui ne parlent jamais de bourse et de finance commencent à m'appeler pour me demander à moi ce qui se passe sur les marchés, c'est généralement qu'on frise les points bas. J'étais invité à la RTS le 10 avril et le 14 avril. Regardez ce que ça donne sur le graphique. Ça se passe de commentaires et tout le monde était en mode panique. Mais pourtant, depuis 2 semaines, on a retrouvé des couleurs, les marchés ont effacé leurs pertes liées aux droits de douane, Trump a fait des moratoires de 90 jours pour tout le monde, mais il garde le doigt sur la gâchette quand même, tout en déclarant tout azimut qu'il fait des progrès avec plein de pays. On s'attend donc à des annonces d'un jour à l'autre et l'optimisme d'une sortie de crise se fait ressentir sur les marchés chaque jour, on l'a vu cette semaine en tous les cas, et ce même si les marchés restent suspendus au caprice de Donald Trump. Un jour il menace, le lendemain il caresse, c'est encore une fois pas de la politique, mais vraiment du one-man show, et c'est ce qu'on retient vraiment. En tout cas, les marchés veulent y croire, parce que ne pas y croire, ça fait trop peur pour l'instant. L'économie ralentit doucement, mais sûrement, façon mort clinique sous perfusion. Les droits de douane, pour l'instant, c'est un nuage, mais ça se dissipe par moments, mais c'est un nuage radioactif qui peut tomber au sol assez rapidement. Tout le monde espère que les bons résultats d'entreprise vont masquer la gueule de bois économique qui nous pend au nez, sans oublier qu'il y a des lueurs d'amélioration du côté de la Chine. La Chine qui ralentit à toute vitesse et qui a ouvert la porte à des négociations en toute fin de semaine. Par contre, il ne faut pas non plus oublier qu'il va falloir ne pas traîner. Dans l'attente d'une solution avec la Chine, les droits de douane sont toujours prohibitifs et ils commencent à poser des problèmes. Et ça ne va pas forcément s'améliorer tant qu'une solution n'est pas trouvée. Les tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine ne sont plus un simple bras de fer diplomatique, c'est un vrai coup de poing massif dans les rouages du commerce mondial. Depuis l'annonce des hausses massives de tarifs par l'administration Trump, les importateurs américains ont mis le pied sur le frein, clair et net. Ils attendent de voir, ils ne vont pas importer tout et n'importe quoi à n'importe quel prix. En gros, ils sont en freinage d'urgence. Résultat, les commandes depuis la Chine sont quasiment à l'arrêt, le temps de voir à quelle sauce ils vont être mangés, et vu l'imprévisibilité du chef cuistot de la Maison-Blanche, personne n'a vraiment envie de jouer au cobaye. Et pendant qu'on attend, les containers restent vides, les ports chinois se calment, se ferment même, le nombre de cargos qui quittent la Chine, ils sont en train de fondre comme neige au soleil, le Baltic Dry Index, il s'ennuie à mort, les armateurs font la gueule, et les prix des containers sont en train de plonger. Quand plus personne n'a besoin de transporter des marchandises, même les boîtes en tôle se sentent toutes seules
paumés dans des ports en Chine. Mais ce qui est en train de se jouer, c'est bien plus grave que ça. Si cette guerre commerciale s'éternise, les rayons américains vont se vider à toute vitesse. Il y a certains importateurs américains qui disent déjà que s'ils ne peuvent pas passer leurs commandes d'ici mi-mai, on n'aura pas de décoration à Noël aux États-Unis. Littéralement, moins d'importations, moins de stocks, et vu que la majorité des biens de consommation à bas prix viennent encore de l'empire du milieu, les Walmart, Target et consorts pourraient rapidement se retrouver avec plus de surface de linoléum que de produits à vendre. C'est plus vraiment une hypothèse, hein, c'est carrément un effet domino qui est en cours. Si les politiques ne trouvent pas vite la touche pause et une solution pour les droits de douane, c'est l'économie réelle, celle du consommateur de base, qui va finir par le sentir, et pas qu'un petit peu. Et rappelez-vous, le consommateur américain, c'est la croissance américaine. Petit intermède éducatif, c'est quoi le Baltic Dry Index? Alors le Baltic Dry Index, pour ceux qui ne savent pas, le BDI, c'est un indicateur quotidien qui est publié par le Baltic Exchange à Londres. En gros, il mesure le coût du transport maritime de vrac sec, c'est-à-dire les matières premières non emballées comme le charbon, le minerai de fer, les céréales ou le ciment. Et concrètement, il reflète la demande mondiale pour ces matières premières et la capacité des navires à les transporter. Ce qui rend intéressant le BDI et qui le rend particulièrement précieux, c'est qu'il est dépourvu de spéculation. Il n'y a personne qui va aller réserver un cargo juste pour manipuler le marché. Si le BDI monte, ça veut dire que la demande de matières premières est forte et ça indique une économie qui est en expansion. Et dans l'autre sens, une chute du BDI suggère un ralentissement économique parce que moins de matières premières sont transportées. CQFD. Actuellement, le BDI est en baisse significative. Il atteint récemment des niveaux qui sont proches de ceux qu'on avait vus lors de la crise de 2008. Et cette tendance reflète donc une diminution de la demande mondiale en matières premières, plus probablement due à des tensions commerciales, évidemment, notamment entre les États-Unis et la Chine, et à une incertitude économique générale. Alors pour faire simple, le Baltic Dry Index, eh bien, c'est un baromètre assez fiable de la santé économique mondiale et pour l'instant c'est pas top. Sa récente baisse est un signal d'alarme pour les économistes et les investisseurs, indiquant que les turbulences pourraient se profiler à l'horizon. Donc ne nous emballons pas et souvenons-nous quand même que les nuages de la guerre des tarifs ont l'air de se dissiper, mais ils sont quand même toxiques et ils sont pas si loin que ça. Toxiques pour l'économie, bien sûr. Bon, maintenant on va passer aux gros chiffres de la semaine, les NFP qui ont été publiés hier. Alors c'est officiel, les marchés américains ont retrouvé le sourire. Vendredi, le S&P 500 a signé sa 9e séance de hausse consécutive, effaçant totalement les pertes du post-Liberation Day du 2 avril, les fameuses hausses de tarifs douaniers qui avaient été annoncées par Trump à l'époque. Le Dow Jones, le Nasdaq, tout le monde fait la fête comme si de rien n'était. Pourquoi ? Parce que l'économie US a créé 177 000 emplois en avril, bien plus que les 135 000 attendus. Alors oui, l'emploi résiste, en tout cas il a l'air de résister, les investisseurs respirent, et Trump, lui, il en profite pour tweeter encore une fois que tout va bien, qu'on est en transition et que les prix baissent. On aimerait bien le voir dans les rayons d'ailleurs. Le taux de chômage reste à 4,2%, il est stable, les marchés adorent, mais comme souvent, le diable se cache dans les détails. Oui, parce que notons quand même que cette semaine, on a eu des mauvais chiffres du côté de l'ADP, des mauvais chiffres du côté des jobless claims, des mauvais chiffres du côté des jobs et du PIB, et une inflation qui ne monte plus. Mais tout ça a été oublié en quelques instants, hier à 14h30, parce que les attentes ont été battues de 42 000 emplois. Tout le reste est oublié. Ce marché fait preuve d'une résilience, c'est absolument inouï. Revenons quand même au NFP. Et pour le moment, les licenciements restent rares, les hausses de salaire ralentissent, seulement plus 0,2% en avril. Les chances d'une baisse des taux par la Fed s'effondrent à 1,3% de probabilité selon les derniers sondages. Les révisions de février et mars sont immondes puisque 58 000 jobs au total ont été retirés du calcul des 2 mois précédents. Et nous, on est tout excités par les 42 000 qu'on a fait de mieux ce vendredi. Le chômage de longue durée augmente. 23,5% des chômeurs sont en chômage pour plus de 27 semaines. Et de plus en plus d'Américains doivent cumuler des jobs pour s'en sortir. On en a déjà parlé il y a quelques jours dans le Morning Bull. Bref, c'est un marché du travail qui tient debout. Mais alors vraiment sur un fil, hein. Les secteurs qui embauchent depuis 2 ans, à savoir le gouvernement, la santé, l'éducation, l'hôtellerie, restauration, sont tous sous pression. Les dépenses fédérales sont en chute, le tourisme chute, moins 12% de visiteurs étrangers en mars pour les raisons qu'on connaît. La consommation est en train de ralentir, la confiance du consommateur est en train de ralentir et la guerre commerciale est en train de planer au-dessus de tout ça comme un vautour qui attend de choper une carcasse. Maintenant, le rapport d'avril, c'est peut-être le dernier champ du signe, on verra celui du mois de mai. Les économistes, en tout cas, eux, ils s'attendent à que les effets des tarifs douaniers, du ralentissement de la demande et de la baisse des volumes de transport commencent vraiment à faire mal sur les chiffres dans les mois à venir, donc mai-juin. Et pendant ce temps-là,
Trump il a sauté sur son smartphone pour réclamer à la Fed de baisser les taux en disant qu'il n'y avait pas d'inflation. Enfin, moi j'en connais un qui va encore se faire frotter les oreilles la semaine prochaine. Rapidement du côté des performances mondiales de la semaine dernière, vous voyez donc le Dow Jones des transports termine en hausse de 4,3%, le DAX prend 3,8%, et puis après derrière le Philadelphia Semiconductor plus 3,42, le Nikkei 3,15, enfin bref, c'est tout du vert partout. Finalement, il n'y a que la Chine qui existe, on a l'or qui a vécu une de ses moins bonnes semaines ces derniers temps, et puis vous avez le pétrole qui s'est fait démonter et qui s'est fait secouer dans tous les sens parce qu'on craint un ralentissement mondial. Le pétrole est remonté un petit peu parce que Trump a interdit aux gens de faire du business avec l'Iran. Enfin bref, il y a beaucoup de mouvements, mais en tout cas c'était une mauvaise semaine pour le côté du baril, mais finalement c'est pas grave, ça nous arrange au niveau de l'inflation. Sur la Suisse, comme la semaine dernière, c'est du vert partout, hein. Il n'y a personne qui a mal vécu cette semaine, tout monte, Roche a repris 4%, Nestlé a pris 2%, Zurich a pris 3%, vous avez Novartis qui a publié des chiffres exceptionnels, on va y revenir, mais qui prennent que 1,8%, mais enfin, tout va bien, tous les poids lourds sont en hausse, il n'y a eu que des bonnes nouvelles quasiment sur le marché suisse, donc très très belle semaine sur l'indice suisse, et puis on a levé tous nos doutes par rapport à ce qu'on a vécu ces dernières semaines, c'est assez impressionnant, encore une fois, et on le voit tout de suite sur les graphiques. On commence donc tout de suite avec notre bon vieux SMI, hein. Vous voyez qu'on a réintégré donc depuis un bon moment notre tendance de fond de base, hein. Vous voyez qu'ici on s'est posé dessus, on a été exagéré de manière exagérée, hein. C'est très bon français ça, et puis on se rétablit à l'intérieur de la tendance de fond, et là on a même réussi à repasser par-dessus la moyenne mobile des 200 jours en fin de semaine, ce qui est plutôt encourageant pour le côté tendance. Alors maintenant, il n'y a plus beaucoup de chiffres qui vont sortir, qui vont nous aider beaucoup pour aller plus haut. Il va falloir que les choses se décantent du côté des droits de douane pour qu'on puisse retrouver un semblant de situation acceptable. On a vu que la volatilité est en train de revenir aussi et les choses sont en train de se calmer. Donc tout ça sera observé ces prochains temps. Mais néanmoins, le graphique a repris une tendance à peu près normale après ces exagérations de ces semaines passées. Le S&P 500, comme vous le voyez, eh bien c'est plus ou moins pareil, hein. Les exagérations qui nous ont emmené à 4793 sur l'indice nous ont permis aujourd'hui de remonter à 5707. C'est assez spectaculaire comme rebond. On va se retrouver face à la moyenne mobile des 200 jours. Alors ça veut rien dire fondamentalement, mais on sait que tous les traders regardent attentivement ce niveau. Et vous voyez aussi que si on tire un axe latéral, enfin une droite, si on part de là, vous voyez qu'à chaque fois quand on arrive dans cette zone-là, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'ici, on a rebondi à chaque fois. Donc cette espèce de ancien support est devenu une résistance. On a vu ici qu'on avait déjà buté contre. Et là, on va revenir la retester, cette résistance. Donc cette résistance aujourd'hui se situe à des niveaux de 5700, allez, 5750 sur le S&P 500. C'est le niveau qu'il va falloir casser la semaine prochaine, pour autant qu'on n'ait pas de mauvaises nouvelles sur les droits de douane. Alors pour l'instant, on est plutôt serein à cause de la Chine qui est d'accord de discuter. On a vu que la dette cross n'a fait qu'un pchit pour l'instant, ça n'a pas changé grand-chose à l'esprit des investisseurs, et donc on est plutôt positif. Attention quand même, c'est qu'on est quand même dans des zones où on est quand même beaucoup rebondi, hein. On l'a vu, on a repris quasiment 1000 points sur le S&P 500 en quelques semaines, donc tout va bien. Le pire est derrière nous, mais quand même, on est un tout petit peu en extension sur l'indice américain. Le Nasdaq, c'est pareil, hein, il n'y a rien à dire. On a aussi, là, on va devoir casser la moyenne mobile des 200 jours qui passe par les 20 176, donc ce sera le prochain objectif. Et puis après, là aussi, on a cette ancienne résistance à 20 300 quasiment qu'il va falloir casser pour pouvoir continuer à remonter. Et là aussi, vous le voyez, c'est pas cadeau, on est de nouveau en haut du range. Et chaque fois qu'on vient sur ces hauts de range, on a à chaque fois des petites faiblesses sur le marché. Même punition sur le SOX qui continue sa remontée. C'est difficile, mais vous voyez là aussi, hein, je vous parlais de cette zone, cette grande zone qu'on avait ici, entre ces deux grandes droites, donc ce point haut dans la zone des 5500 et ce point bas à 4300 et des poussières. On est repassé au-dessus, on est rentré de nouveau dans ce grand canal. Donc là, on peut dire qu'on va pouvoir trouver un point d'achoppement, un point de support au niveau des 4343 plus ou moins 40. Et là, ce sera plutôt un point où on pourra dire on ne va pas aller plus bas. On doit trouver un point de support ici. Mais attention, bien évidemment, les semi-conducteurs, vous connaissez l'histoire. Ça dépend de beaucoup de choses et surtout des droits de douane. Je rappelle pour mémoire que Nvidia publiera en fin de mois de mai, le 28 ça fera, et c'est ce qui nous permettra de savoir si on peut continuer à monter. Pour l'instant, ça va mieux, on respire un petit peu mieux, on est un petit peu soulagé par rapport aux histoires de droits de douane, mais comme tant qu'on n'a pas fini complètement cette histoire, eh bien, ça risque de peser encore un peu. Le DAX, c'est nos comments, machin, c'est juste...
J'ai l'impression que c'est une crypto-monnaie pratiquement. Vous voyez que l'indice a littéralement explosé. C'est hallucinant. On est passé quand même, le 7 avril, au plus bas du 7 avril, on était quand même à 18 489 sur le DAX. Et aujourd'hui, en clôture de vendredi soir, au plus haut de la semaine et au plus haut du mois de ce début de mois de mai plutôt, eh bien, on termine à 23 086. Vous vous rendez compte qu'on a pris quasiment 3-4 000 points sur le DAX en quelques semaines avec absolument rien comme nouvelle neuve, on va dire, et simplement juste sur des espoirs. Ça me rappelle un petit peu la période du mois d'octobre 2023 quand Monsieur Powell a tourné la veste et a commencé à devenir plus dovish et derrière on est enquillé un mois de hausse sans quasiment aucune nouvelle fondamentale. Même chose sur le CAC 40, là aussi, un des plus bas à 6 769 et une clôture à 7 768. À ce rythme-là, on est de retour aux 8000 et au plus haut de tous les temps dans quelques jours. Il ne manquerait plus que LVMH remonte parce que tout d'un coup, les Chinois reviennent à Paris. Et puis du côté du baril, alors vous voyez, le baril va dans tous les sens. D'abord, toute cette baisse durant le début de la semaine, c'est crainte de ralentissement économique. On l'a vu avec le PIB américain qui a été publié en négatif. Donc ça a vraiment fait paniquer le pétrole qui est passé de 65 à 50, au plus bas 56 $ quasiment. Et puis ensuite, Trump est venu dire que pour lui, il voulait que les gens qui vont faire du business avec les Iraniens à l'avenir seront immédiatement sanctionnés et n'auront pas le droit de faire du business avec les États-Unis. Pour l'instant, on a un espèce de point de support sur les 58, mais il est vrai que quand vous dites que les Iraniens ne peuvent plus vendre leur pétrole ou plus personne ne voudra leur en acheter, ça risque d'être compliqué. Enfin, pour l'instant, le pétrole a à retenir au plus bas au niveau des 58, mais il a pas mal souffert de ces craintes de ralentissement économique. Alors, l'or a vécu sa pire semaine depuis bien longtemps. Bon, on va pas trop pleurer vu la performance de ces derniers temps. Difficile de savoir à quel endroit on va pouvoir se repositionner. En perso, j'ai jamais rien compris à ce machin, mais donc voilà. Mais on va dire que l'un dans l'autre, l'or est toujours dans sa tendance haussière et je crois que c'est assez bien représenté par la moyenne mobile des 50 jours ici. Pour l'instant, on a encore de la marge. On pourrait même baisser jusqu'à 3150 pour essayer de se reconstruire. Mais pour l'instant, moi, j'irai chercher. Si on doit jouer une baisse sur l'or, j'irai me positionner à l'achat dans la zone des 3150 pour dire si on vient là. Je veux bien essayer d'en racheter pour jouer quelque chose. Tout s'est calmé un petit peu sur la hype de l'or avec cette espèce de retour en grâce des marchés equity ces derniers jours. La VIX, il faut quand même en parler et montrer le graphique. Vous voyez que de nouveau, quand on prend les extrêmes du début du mois d'avril, on était monté au top de la VIX à 60%. On est de retour en fin de semaine au plus bas je crois qu'on est au plus bas 22, 34 au niveau de la volatilité. Donc voilà, on a retrouvé une forme de confiance. Mais attention quand même, parce que si vous regardez le niveau de la vol qu'on a eu pendant toute la période novembre jusqu'au début du mois d'avril, c'était pas tout à fait le même cadeau. Donc on était quand même beaucoup plus bas. Ça veut dire qu'il y a encore un petit peu de stress dans les marchés et qu'on n'a pas encore retrouvé cette confiance absolue. Regardons encore pour terminer le Bitcoin. On n'a pas beaucoup parlé ces derniers temps. C'est un peu silence radio, mais comme il faudra noter on s'est fait très peur à 76 000 et qu'on est gentiment repassé dans ce range, ce grand range qu'on avait à l'époque, qui nous avait permis de se faire peur ici, mais on a réintégré le range. Donc ce qui veut dire qu'au-dessus des 90, allez pas des 90 000, mais 91 000, le Bitcoin est bien établi là-dessus. Pour l'instant, ça se traite entre 95 et 96 000. Si on arrive à reconstruire quelque chose, on pourrait espérer relativement à moyen terme, espérer revoir les plus hauts historiques sur le Bitcoin. Là aussi, après la folie sur l'or, les gens se sont un peu repositionnés sur ce genre d'assets digitaux. Ce qui nous amène aux vedettes de la semaine. On commence tout de suite avec Schindler qui a sorti une très belle copie au premier trimestre. Rentabilité en hausse malgré des ventes qui font plus ou moins du surplace. Toutes les régions du monde ont progressé sauf la Chine qui reste le caillou dans la chaussure. Le patron Paolo Compagna parle de performances robustes, mais quand même garde un œil sur les États-Unis, l'Amérique en général, où l'ambiance macro est en mode un petit peu brumeuse pour les raisons qu'on connaît. Les commandes grimpent de 5,7%, malgré le yuan qui fait la gueule. La modernisation cartonne et les services avancent tranquillement. Le chiffre d'affaires grappille 2,2% et l'EBIT décolle de 13%, avec une marge qui revient flirter avec les 12%. Résultat net en hausse de 11%, meilleur que toutes les prévisions. Même celles des plus optimistes sous cocaïne et les objectifs annuels sont confirmés. Croissance modeste, d'accord, mais marge stable et une ambition à moyen terme de toucher les 13% de rentabilité. Bref, Schindler grimpe, sauf en Chine où l'ascenseur, pour l'instant, est toujours en panne. Le graphique se passe de commentaires sur Schindler. Vous voyez comme c'est beau des fois l'analyse technique. On avait cette tendance de fond sur Schindler depuis bien longtemps quand même.
Vous voyez, elle est parfaite. On a fait nos exagérations du début du mois d'avril pour aller taper la moyenne mobile des 200 jours. On a cassé cette tendance pendant 2-3 jours. Et puis résultat, la réalité nous rattrape. Et on passe quand même d'un niveau de 260 balles à peu près jusqu'à 300 en l'espace de 2 semaines. Et comme par hasard, là aussi, quand vous regardez cette moyenne, enfin cette tendance, le haut du canal haussier, eh bien regardez, pouf, on s'arrête pile poil dessus. Franchement, c'est assez impressionnant de voir comment ça a bien fonctionné pour Schindler. Alors je vous l'accorde, c'est pas tout le temps la même chose, mais sur ce coup-là, ça a quand même bien fonctionné. Novartis aura clairement été la vedette du SMI cette semaine. Alors non seulement pour ses chiffres trimestriels qui sont exceptionnels, et aussi parce que le géant suisse rachète l'américain Regulus Therapeutics pour jusqu'à 1,7 milliard de dollars, histoire de muscler son arsenal contre les maladies rénales. Alors en ligne de mire, le Farabursen, un médoc expérimental prometteur contre la polykystose rénale, maladie grave et encore maltraitée. L'opération prévoit un paiement immédiat de 800 millions avec un bonus si la FDA valide le traitement. Regulus apporte aussi une techno maison sur les micro-ARN, pile dans la tendance du moment. Après Chinook l'an dernier, Novartis continue de faire son marché dans le Rhin et sont lésinés sur la note. Je vous montre là un graphique, c'est le graphique de Regulus, donc Therapeutics, qui vient de se faire racheter par Novartis. Alors vous voyez que quand ça a été annoncé, le titre valait 3,40 € et ça vaut maintenant avec le rachat à 7,85 €, sachant qu'il y a une clause de si c'est pris par la FDA, il y aura encore un versement supplémentaire. Mais donc, le titre a littéralement doublé. Par contre, ce qui est assez intéressant à observer, donc je rappelle que l'annonce a été faite il y a 3 jours, regardez-moi ça. Regardez-moi d'abord ce graphique qui ne ressemble à rien depuis des mois et des mois, qui est en baisse constante, avec quasiment pas d'activité. Et tout d'un coup, depuis, de 1 mois en arrière, ça commence à bouger autour des 1,65. Ça commence à bouger, puis ça accélère à la hausse, ça accélère, et là, on nous annonce un truc. C'est quand même assez dingue, hein. On est passé on va dire, de 1,60, 1,70 à 3 balles avant qu'on nous annonce quoi que ce soit. Le titre a déjà doublé avant qu'on nous fasse une annonce. Mais ça a été bien sûr officialisé uniquement il y a quelques jours. C'est quand même fabuleux de voir tous ces gens qui sont hyper bien informés et que moi, je suis jamais au courant de ce genre de trucs. Pour le reste, Novartis a démarré 2025 donc pied au plancher avec des résultats explosifs au premier trimestre. Chiffre d'affaires en hausse de 12%, bénéfice net plus 22%, un EBIT de base qui bondit de 23%, malgré l'arrivée imminente de génériques concurrents comme l'Entrexto, le Tasigna ou le Promacta. Le groupe relève ses objectifs annuels pour la 9e fois d'affilée. Les ventes des blockbusters en herbe comme le Kisqali, le Kesimpta, le Leqvio explosent et la boîte mise sur le marché US avec un plan d'investissement de 23 milliards de dollars sur 5 ans. Résultat, les analystes sont bluffés, les actionnaires sourient et l'action grimpe. Visiblement, la pharma suisse n'a pas dit son dernier mot. Alors du point de vue graphique, Novartis n'a pas fait une semaine transcendantale, elle a même fait que de baisser plus ou moins après les résultats. Je pense qu'il y avait là aussi une bonne anticipation. Il faut dire qu'après l'exagération qu'on a vécue en début du mois d'avril, où on a été chercher les 81 francs sur Novartis, le titre aujourd'hui a quand même repris déjà quasiment plus de 13% depuis les plus bas. Donc c'est assez impressionnant et le graphique est revenu là aussi, comme je vous disais, dans ces fameuses tendances là, dans ce grand canal haussier qu'on a, qui est très large, je le conçois, ces derniers temps. On est revenu dedans après être sorti pour des raisons qu'on a de la peine à s'expliquer aujourd'hui. Chez Logitech, c'était la déception sur les trimestriels. L'entreprise retire ses objectifs 2025-2026 face aux incertitudes et prévoit une hausse des prix de 10% pour amortir les nouveaux tarifs douaniers US qui pourraient coûter jusqu'à 500 points de base de marge. Actuellement, 40% des ventes US viennent de Chine, un chiffre que Logitech veut faire fondre à 10% d'ici fin 2025. Les analystes, eux, restent confiants sur le long terme et la volatilité à court terme fait mal. Alors, opportunité pour les audacieux ou attrape-couteau, à chacun son pari. Vous voyez sur le graphique, il n'y a pas grand-chose à dire. Suite aux résultats, Logitech a oscillé dans les deux sens. L'un dans l'autre, on se retrouve plus ou moins au même niveau qu'avant les résultats. Et on avait déjà pris la claque ces derniers temps parce qu'ils avaient déjà annoncé que ce ne serait pas facile, les résultats. Et en plus, avec les tarifs douaniers. Et voilà, pour l'instant, on souffre. Voilà, on essaie de se reconstruire, mais comme on vient de le voir, ça prendra un peu de temps, mais ça dépendra aussi des tarifs douaniers. Du côté de chez Straumann, on a mordu dans 2025 avec bon appétit. La société affiche une croissance organique de 11% au premier trimestre, bien au-dessus des attentes. L'Europe et l'Asie-Pacifique mènent la danse avec des ventes qui explosent
de près de 25% en Asie, tandis que les Amériques traînent un petit peu la gencive. Les segments premium comme le low cost et l'orthodontie poussent tous dans le bon sens. Le groupe confirme ses objectifs annuels malgré un climat économique incertain, croissance visée à 9% et marge opérationnelle en hausse, histoire de garder le sourire même sans anesthésie. Vous voyez que le graphique progresse gentiment et que si on croit à tout ce qu'ils nous ont dit, eh ben, elle n'est pas si chère que ça à ces niveaux-là parce qu'on a encore beaucoup de chemin à faire pour récupérer un petit peu du terrain perdu. L'UBS a sorti ses chiffres au premier trimestre et franchement, c'est du solide. On en a déjà parlé cette semaine dans le Morning Bull, mais on peut en remettre une toute petite couche rapidement. Bénéfice net 1,7 milliard de dollars, là où on attendait 1,3. Côté collecte, c'est la moisson, 32 milliards de nouveaux actifs en gestion de fortune, 7 milliards dans la gestion d'actifs. C'est un peu moins que l'an passé, mais c'est bien quand même. Les revenus sont stables, les coûts un peu en hausse, mais rien de dramatique. Par contre, le ton est plus tendu pour le reste, le global, la réflexion sur le reste de l'année, hausse des droits de douane, risque de géopolitique, incertitude macro. UBS nous dit clairement que la météo des marchés, c'est quand même très nuageux avec pas mal d'orages à l'horizon. Heureusement, avec un ratio de fonds propres à 14,3%, la banque est prête à affronter la houle. Enfin, tant que la FINMA ne nous fait pas un truc pour leur rendre la tâche plus compliquée. Et pour ce qui est de l'intégration du Crédit Suisse, c'est toujours en cours. Mais en attendant, ça tient la route. Voilà le graphique d'UBS. En fait, si vous regardez, ça ressemble partout au SMI. Il se passe juste rien. On a à peine rebondi, à peine bougé sur les chiffres de l'UBS. Pour l'instant, on est en train de digérer la panique de ces derniers temps. Mais vous voyez que le chemin est encore long. Si le SMI a bien rebondi, on a encore du boulot pour aller retrouver les plus hauts de ces derniers mois sur l'UBS, qui se situe quand même au-dessus des 32 balles. Et pour l'instant, on n'est qu'à 25. Il y a encore pas mal de chemin à faire. Et on est là aussi, comme beaucoup de graphiques, quand même vachement dans des zones extrêmement tendues en termes de performance à la hausse. Donc ça risque de se fatiguer un petit peu. Bien sûr, comme pour tous les graphiques, eh bien c'est surtout ce qui va se dire et se faire la semaine prochaine au niveau des droits de douane qui pourront peut-être nous permettre d'y voir un peu plus clair, encore un peu plus clair, même si aujourd'hui, l'optimisme est de mise. Allez, maintenant, petit tour express des news business de la semaine, façon digest sauce piquante avec le en vrac de la semaine. Roche décroche un feu vert de l'Agence européenne du médicament pour son traitement contre le cancer du sein, le Phesgo. Une bonne nouvelle dans un secteur qui n'en a jamais assez. AMS Osram gagne en rentabilité malgré des ventes en baisse, comme quoi faire mieux avec moins, c'est encore possible. Du côté de chez Swatch, un actionnaire actif, Stephen Wood, veut secouer le cocotier, il veut rentrer au conseil d'administration, objectif booster les marques haut de gamme, et il y a du mouvement à prévoir dans les montres. Moins de bonnes vibes chez Carlo Gavazzi, chiffre d'affaires en chute libre, bénéfices en chute encore plus libre. On espère un rebond rapide, sinon ça sent un tout petit peu la machine à café qui a plus d'eau dedans. Clarion fait du surplace, mais au moins ça reste stable, et Mskemi, malgré une baisse des revenus, fait grimper son action de 1,3% sur la semaine. Des fois, il faut comprendre certaines choses. Idorsia se réveille, données positives pour son traitement contre l'insomnie, perte en baisse et émission de 90 millions d'actions pour se muscler un peu du côté financier, ambitieux, mais pour l'instant, il faut que ça passe. Stadler Rail envoie du lourd contrat de 100 millions d'euros avec la compagnie ferroviaire slovaque. Je ne peux pas vous la prononcer ici parce que j'ai pas atteint le niveau suffisant en slovaque. Résultat, le titre prend 8,9 pour fêter cette annonce. Interroll veut assouplir les règles de transfert d'actions, plus de liberté pour les actionnaires, ça fait toujours plaisir. Et puis moins réjouissant, Landy Sengir termine son année dans le rouge malgré une demande en hausse. Merci les droits de douane et au passage, le dividende est coupé en deux. Et pour finir, Nestlé Waters devait passer en jugement fin mai, mais pour des décharges sauvages de bouteilles en plastique en France, ce sera finalement repoussé en novembre. En attendant, ça flotte toujours et Nestlé a appris ça par presse interposée et même pas officiellement par le tribunal. Pour ce qui est de la semaine à venir, le point central qu'il faudra surveiller, c'est bien sûr la Fed qui se réunira mardi et mercredi avec annonce le mercredi soir. Les taux ne devraient pas bouger et Trump devrait encore s'arracher les cheveux encore un peu plus et râler encore plus sur Truth Social et sur X. Il faudra aussi surveiller les trimestriels qui continuent même si les big names sont dorénavant sortis. En attendant Nvidia qui viendra en fin de mois. Pour l'instant, il y aura donc lundi, nous aurons donc pour commencer la semaine Onsemi à surveiller. Puis derrière, en fin de journée, on gardera également BioNTech, Palantir, Ford bien sûr. Et puis mardi, ce sera le tour de Supermicro qui se sont fait démonter l'autre jour à surveiller. Ferrari sortira mardi matin en Europe et aux États-Unis en même temps. Marriott également qui devrait présenter les résultats pour les hôtels, il faudra se méfier avec la baisse du tourisme. Et puis après, on aura mercredi, on aura Uber, Walt Disney, Novo Nordisk, Arm, Applevin, plein de trucs qui vont être super intéressants à observer. DoorDash également pour la consommation. Et puis jeudi, ce sera le tour de Peloton. Après la consommation, le sport. Et puis Shopify.
Et puis on aura Crocs également, toujours intéressant à regarder. Crocs, toujours assez spectaculaire. Les boîtes comme Cloudflare, Soundhound, DraftKings. Et puis vendredi, on terminera la semaine avec Mbekta, TerraWolf ou encore Enbridge. Vous voyez que les noms sont un tout petit peu moins sexy que la semaine dernière. Mais pour l'instant, ça a l'air de plutôt bien se passer puisque quand on regarde les résultats l'un dans l'autre, on est plutôt autour des 74-75% en ligne avec les attentes. Donc ça se passe bien. Jusque-là, tout va bien. Et puis en Europe, il y aura Geberit, Ferrari, AXA, Novo Nordisk, BMW, Zurich ou encore Siemens Energy. Voilà pour le menu de la semaine. Voilà ce que je pouvais vous raconter de cette semaine qui était bien chargée. D'ailleurs, un Swissbiz qui est assez long. Ça nous permet gentiment de passer au mois de mai. Le fameux mois de mai qui nous fait refleurir à chaque fois le Sell in May and Go Away. Vous connaissez bien sûr, c'est un dicton boursier anglo-saxon qui suggère qu'il vaut mieux vendre ses actions en mai et revenir en bourse vers le mois de novembre. Pourquoi ? Parce que les mois d'été sont historiquement plus faibles en termes de performance boursière, moins de volume, moins de news, plus de volatilité et souvent des marchés en mode sieste, sans compter qu'historiquement on dit que les mois de septembre et d'octobre sont les mois des crashs, donc ça n'aide pas forcément la perf historique. Néanmoins, statistiquement, la période novembre-avril surperforme mai-octobre sur les grands indices comme le S&P 500 sur une centaine d'années en tout cas. La stratégie repose donc sur l'idée d'éviter les mois mous pour revenir quand les pros reprennent le volant à la rentrée scolaire. Mais attention, c'est une tendance historique qui se base sur le long terme, le très long terme, et pas du tout une règle gravée dans le marbre qui fonctionne tous les ans. Et rater un été haussier peut aussi coûter cher, donc il vaut mieux quand même raison garder et continuer à surveiller les marchés, surtout ces dernières années que ça n'a pas très bien fonctionné. Bref, nous sommes en mai et on va déjà commencer par la Fed et les discussions avec les Chinois. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français, de liker cette vidéo, de la commenter, de la partager partout autour de vous pour qu'on soit de plus en plus nombreux sur cette chaîne. Excellent week-end à tous, merci d'avoir été là aussi longtemps ce matin, mais c'est pas grave, il fait moche et on se voit bien sûr lundi pour un nouveau Morning Bull Live. Bon week-end, bye bye.